Il a mis le feu à sa femme et à son enfant pour de l'argent, mais le destin les a laissés en vie. Maintenant, chaque secret qu'il a enterré ressurgit des cendres, une braise à la fois. Quand elle frappera enfin à sa porte, le feu ne sera pas dans la maison, il sera dans son âme. N'oubliez pas de vous abonner, et n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de l'histoire. La pluie a commencé avant le crépuscule, douce et incertaine, de celle qui sature l'air bien avant que le sol ne s'en aperçoive. Bat paraissait fantomatique à travers la fenêtre de la cuisine, les lampadaires transformant les flaques en petits lacs d'ambre. Madison Collins aimait les soirées comme celle-ci. Elles apaisaient le monde juste assez pour qu'elle puisse s'entendre penser. Elle se tenait à l'évier, rinçant les petites tasses de Léo, fredonnant une vieille berceuse que sa mère lui chantait autrefois. À l'étage, le rire de son fils filtrait à travers le plafond, clair et fugace comme le son de billes roulant sur du bois. Andrew était assis derrière elle à la table de la cuisine, son manteau encore sur le dos, la cravate desserrée, un verre de whisky à la main. Le verre captait le reflet du scintillement silencieux de la télévision, où les présentateurs du journal articulaient des mots qu'il n'écoutait pas. Son regard était ailleurs, quelque part entre les papiers d'assurance pliés dans le tiroir et l'idée du goût que pourrait avoir la liberté. Il regardait Madison bouger, délibérée, gracieuse, inconsciente que chacun de ses gestes ne faisait qu'aiguiser la lame de la culpabilité en lui. Elle n'avait jamais cessé d'essayer, jamais cessé de croire que leur amour pouvait être ranimé avec de la patience. Lui, pourtant, avait cessé depuis longtemps. La maison sentait légèrement la lessive à la lavande et le bois humide. Un coup de tonnerre roula au-dessus de leur tête. Madison leva automatiquement les yeux au plafond, murmurant une petite prière pour que le toit ne fuit pas à nouveau. L'esprit d'Andrew, cependant, dériva vers les chiffres, les primes d'assurance, les dettes effacées, un appartement à Londres sur lequel il s'était déjà renseigné sous un faux nom. Quand Madison se tourna enfin, une serviette à la main, elle remarqua l'assiette de ragoût intacte devant lui. « Tu n'as encore rien mangé » dit-elle doucement, sa voix empreinte d'inquiétude plus que de reproche. Il répondit sans lever les yeux. « Je n'avais pas faim. » Elle resta là, hésitant entre s'asseoir et le laisser tranquille. Le mariage était devenu cela, une hésitation déguisée en paix. Il leva finalement les yeux. Le temps d'un battement de cœur, leurs regards se croisèrent, et quelque chose en elle vacilla, la reconnaissance de l'homme qu'elle avait autrefois adoré, le garçon qu'il avait porté à travers les rues inondées quand ils étaient jeunes. Puis il cligna des yeux, et cette douceur s'évanouit. Elle sourit faiblement, plus par habitude que par chaleur. « Je vais voir Léo » murmura-t-elle en s'essuyant les mains. Quand elle monta les escaliers, Andrew expira, un souffle long et tremblant. Le son de ses pas s'estompa, remplacé par le rire ensommeillé de Léo. Il termina son whisky, s'en versa un autre et ouvrit le tiroir. Les documents brillaient d'une lueur pâle sous la lumière de la cuisine, assurance vie, couverture accident, protection incendie. Tous signés. Tous légaux. Tous en attente. Il se dit que ce n'était pas un meurtre, c'était une évasion. La différence, raisonna Théil, n'était qu'une question d'intention, et ses intentions étaient nobles. Il voulait la paix, des opportunités, une chance de vivre sans le poids constant de l'échec. Madison lui pardonnerait si elle pouvait comprendre. Elle pardonnait toujours. Il se leva et fit les 100 pas, chaque pas s'alignant sur le tonnerre extérieur. Le vieux plancher grinçait sous ses chaussures, murmurant des questions auxquelles il refusait de répondre. À l'étage, Madison borda Léo, lissant ses boucles. Elle lui chuchota que des anges veillaient sur les petits garçons courageux. Il demanda si papa était encore triste. Elle lui caressa la joue, disant que papa avait juste besoin de repos. En quittant sa chambre, elle s'arrêta en haut de l'escalier. La maison semblait différente ce soir, l'air plus épais, plus lourd, comme s'il retenait son souffle. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir sombre, où les photos de famille tapissaient le mur, des sourires de mariage, des premiers anniversaires, des vacances qui semblaient déjà appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Elle descendit silencieusement, pensant qu'elle dirait à Andrew demain qu'ils avaient besoin d'aide. Une thérapie de couple, quelque chose. Mais demain n'arriverait pas comme elle l'imaginait. En bas, Andrew vérifia l'heure. Minuit. Il sentit la boîte d'allumettes dans sa poche, un petit cœur cliquetant de soufre et de promesses. L'orage dehors enfla. La pluie martelait le toit, les éclairs peignaient les fenêtres en blanc. La voix de Madison flotta faiblement alors qu'elle chantait à nouveau pour Léo,
son ton tremblant mais tendre. Il ferma les yeux, entendant ce son une dernière fois, et laissa le poids de la boîte d'allumettes reposer dans sa paume. Le monde extérieur se fissura sous le tonnerre, et à l'intérieur de lui, quelque chose de plus sombre répondit. La maison sentait la lavande et le tissu humide. Madison tamisa la lampe de chevet, remonta la couverture jusqu'à son menton et attendit qu'Andrew la rejoigne. Il resta près de la porte plus longtemps que d'habitude, observant sa silhouette sous la douce lueur. Elle pensa que son immobilité signifiait l'épuisement, il savait que cela signifiait l'adieu. Quand il bougea enfin, ses pas étaient mesurés, presque révérencieux. Il s'assit sur le bord du lit, écartant une mèche de cheveux de son visage. Ses yeux s'entr'ouvrirent. « Tu es encore réveillé » murmura-t-elle en souriant faiblement. Il dit qu'il n'arrivait pas à dormir. Elle non plus. L'orage faisait vrombir les fenêtres comme des fantômes agités. Elle se redressa, pressa ses lèvres contre sa joue, un simple acte qui contenait autrefois des galaxies. Le baiser s'attarda un instant, chaud, confiant, fragile. Il le sentit percer son masque de calme comme un avertissement. « N'oublie pas de vérifier la cuisinière » dit-elle doucement, la même phrase qu'elle répétait chaque soir. L'ancienne habitude de son père, toujours vérifier, toujours être prudent. Il hocha la tête, forçant un sourire. « Dors, Maddy. » Elle murmura un « bonne nuit », se blottissant vers le petit lit de Léo dans la pièce attenante. Le faible son de la respiration de son enfant apaisa son rythme cardiaque. Andrew sortit silencieusement. La lumière du couloir clignota une fois avant de se stabiliser, comme si même l'électricité hésitait. Il se déplaça dans l'ombre, comme quelqu'un franchissant une ligne dont il ne pourrait jamais revenir. Dans la cuisine, l'horloge tic-taquait bruyamment. Il tendit la main vers les boutons de la cuisinière, tournant chacun d'eux avec soin jusqu'à ce que le faible sifflement du gaz remplisse la pièce. Invisible, mortel, prometteur. Il hésita, juste le temps d'un battement de cœur, se souvenant de leur premier appartement, de la façon dont Madison riait en peignant les murs, de la façon dont elle dansait pieds nus le soir de leur mariage. Il déglutit difficilement, refoulant les souvenirs comme un poison. « Pour une vie meilleure » murmura-t-il à la pièce vide. Un éclair illumina son reflet dans la fenêtre, des yeux vides, la mâchoire serrée, le fantôme d'un homme qui avait autrefois cru en l'amour. Il s'assit de nouveau à la table, attendant. L'odeur commença à se répandre dans l'air, faible, métallique, nauséabonde. Sa poitrine se serra, en partie à cause de la culpabilité, en partie à cause du gaz. Il se dit que ce serait rapide. Il ne sentirait rien. À l'étage, Madison s'agita. Un instinct la tira de son sommeil. La pièce semblait anormale, l'air lourd, la respiration étrange. Elle se leva, vérifia Léo, puis se dirigea vers le haut des escaliers. Une odeur âcre lui parvint au nez, du gaz. Andrew entendit le grincement au-dessus et se figea. Elle l'appela doucement, demandant s'il avait laissé la cuisinière allumée. Il se leva, forçant sa voix à être stable, et dit qu'il était en train de vérifier. Ses pas s'arrêtèrent. Un instant, le silence les relia, fragiles, tremblants. Puis le tonnerre frappa de nouveau, assez fort pour avaler le doute. Elle soupira, lui faisant confiance, et retourna se coucher. Andrew expira, tremblant. Il ouvrit légèrement la porte arrière pour s'assurer que la ventilation ne trahirait pas son plan trop tôt. Ses mains tremblaient alors qu'il craqua une première allumette, elle grésilla. La deuxième fois, une flamme naquit, vive et affamée. Il la tint en l'air, la regardant danser. Son cœur battait si fort qu'il noyait l'orage extérieur. Un instant, il faillit la souffler. Presque. Puis il pensa aux factures, aux dettes, à la façon dont l'amour de Madison semblait être un miroir reflétant ses échecs. Il jeta l'allumette. La flamme bondit comme une créature affamée, dévorant le tissu du rideau en quelques secondes. L'odeur des produits chimiques en feu se mélangea au gaz, créant un rugissement qui semblait vivant. La chaleur frappa le visage d'Andrew. Il recula en trébuchant, les yeux écarquillés devant la rapidité de la destruction. Le salon se transforma en chaos, des langues oranges léchant le papier peint, des vitres se brisant, la fumée s'élevant en spirale comme des malédictions. Il murmura, presque comme une prière, « C'est fait ». La pluie battait sur le toit, un contraste cruel avec l'enfer à l'intérieur. Il attrapa son manteau, sortit par la porte d'entrée et la verrouilla derrière lui, un instinct de propreté même dans le mal. La pluie froide frappa son visage, choquante, ne nettoyant rien.
Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, la lueur du feu vacillait derrière les rideaux. Le monde paraissait presque beau, une peinture de désastre trop irréelle pour sembler humaine. Il se glissa dans le siège du conducteur, le moteur gronda. Une brève seconde, la culpabilité murmura, « Retourne, ouvre la porte, arrête ça. » Puis des sirènes retentirent faiblement au loin. Un timing parfait. Il avait passé l'appel anonyme avant d'allumer l'allumette. Il avait même laissé le téléphone dans une cabine, comme prévu. Il s'éloigna lentement, sans accélérer, un mari en deuil ne se précipiterait pas. Le rétroviseur reflétait la lueur derrière lui, transformant la route mouillée en rivière d'orange. Dans sa tête, il répétait son texte, « J'étais parti chercher de l'essence. Je suis revenu et j'ai trouvé le feu. J'ai essayé de les sauver. » Il imaginait la sympathie, la pitié, les chèques qui effaceraient ses dettes. La liberté. Mais il ne vit pas l'ombre à la fenêtre, Madison, serrant Léo, toussant violemment, les yeux écarquillés de réalisation. Le monde qu'elle avait construit s'effondrait autour d'elle. À l'intérieur, elle cria son nom, mais le bruit fut dévoré par le rugissement du feu. Elle enveloppa Léo dans une couverture, trébuchant à travers la fumée. Le bébé pleurait, le son s'estompant derrière le crépitement du bois. Chaque seconde s'étirait. Elle essaya la porte, la poignée lui brûla la paume. Elle tomba à genoux, les poumons cherchant de l'air. Les murs pulsaient de chaleur, les photos fondant en fantômes noirs. Elle rampa vers la fenêtre, chaque mouvement une agonie. Elle vit la voiture partir, ses phares fendant la pluie. Il était parti. Quelque chose en elle se brisa, un cri trop brut pour les mots. « Tiens bon, mon bébé » murmura-t-elle dans les cheveux de Léo. « On va s'en sortir. » Sa main trouva la lampe sur la commode. Elle la projeta contre la fenêtre. Une fois. 2 fois. La vitre se brisa, la pluie explosant à l'intérieur. L'air froid se précipita, cruel mais salvateur. Madison serra Léo contre elle, couvrant son visage avec la couverture humide. Le vent hurlait à travers la fenêtre brisée, dispersant les cendres comme des flocons de neige. Elle grimpa sur le rebord, les pieds glissant sur le verre. La chute n'était pas grande, mais le sol en dessous était glissant de pluie et de débris. Elle regarda en arrière une fois, les flammes courant le long du plafond, consumant les photographies, les souvenirs, tout. Elle sauta. L'atterrissage lui coupa le souffle. La douleur irradia dans sa cheville, mais elle ne s'arrêta pas. Elle rampa, protégeant Léo de la pluie. Des voisins criaient. La lumière d'un porche s'alluma. Une voix hurla, « Au feu !» Appelez les pompiers. Elle se tourna juste assez pour voir le toit s'effondrer, des étincelles jaillissant dans le ciel comme des feux d'artifice. La scène se grava dans sa mémoire, sa maison s'effondrant, sa vie effacée dans des couleurs trop vives pour être réelle. Une main attrapa son épaule, un voisin âgé en imperméable. Son visage était pâle, les yeux écarquillés d'horreur. Il aida à soulever Léo de ses bras, criant pour des couvertures. Madison toussa violemment, de la fumée s'échappant de sa bouche. Ses genoux cédèrent. L'homme l'allongea sur l'herbe mouillée, criant que les secours arrivaient. Les sirènes devinrent plus fortes, résonnant dans la tempête. Des lumières rouges peignaient la nuit, clignotant sur la rue détrempée. Madison leva les yeux vers le ciel, la pluie frappant ses joues, se mêlant à des larmes qu'elle ne sentait pas. Quelque part au fond d'elle, une clarté perça à travers le choc, Andrew n'était pas à l'intérieur. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas essayé. Il nous a laissés. Cette prise de conscience la vida complètement. Même alors que les ambulanciers se précipitaient vers elle, que des mains emportaient Léo vers des masques à oxygène, elle ne sentit rien d'autre que cette vérité. L'ambulance sentait l'antiseptique et la fumée humide. Madison, attachée à la civière, le visage noirci de suie, oscillait entre conscience et inconscience. Léo était allongé à côté d'elle, son masque à oxygène s'embuant légèrement à chaque petite respiration. Les ambulanciers travaillaient vite. L'un vérifiait les signes vitaux, un autre communiquait par radio. « Elle a de la chance d'être en vie », murmura l'un d'eux. Si elle n'était pas sortie à temps. Le reste de la phrase resta en suspens. Madison essaya de parler, mais sa gorge était comme du papier de verre. Une infirmière lui toucha doucement la main, lui disant de se reposer. À travers la vitre arrière, le squelette en feu de sa maison s'estompait au loin, les flammes griffant encore la nuit. À l'hôpital, une lumière vive l'aveugla.
Des médecins l'entourèrent, les questions se chevauchant. Des allergies? Niveau de douleur? Taux d'inhalation de fumée? Tout ce qu'elle put dire fut « Léo. Où est Léo? Il est stable », l'assura une voix. Une légère inhalation de fumée. Il ira bien. Le soulagement la frappa si fort qu'elle pleura, sans un son, le corps secoué de tremblements. Des heures plus tard, après les perfusions et les masques à oxygène, le chaos s'apaisa. La pluie avait cessé dehors, l'aube se glissant, pâle et hésitante, sur Bath. Elle était allongée dans une chambre privée, les machines bourdonnant doucement. Ses mains étaient bandées, ses cheveux sentaient la fumée. Sur la table de chevet, un verre d'eau et un formulaire de police attendaient sa déposition. Quand l'inspecteur Harris entra, il portait de l'empathie dans les yeux et du scepticisme dans son carnet. Il se présenta tranquillement, prenant un siège. « Madame Collins, je sais que c'est difficile. Vous souvenez-vous de quelque chose d'inhabituel cette nuit ?» Son esprit revécut des flashs, le baiser froid d'Andrew, l'odeur de gaz, la voiture qui partait. Mais la peur lui noua la gorge. Elle chuchota que c'était peut-être une fuite de gaz, que l'orage avait peut-être provoqué une étincelle. Il hocha lentement la tête, griffonnant. « Où est votre mari maintenant ?» Elle hésita. Son téléphone, récupéré des décombres, avait un appel manqué, celui d'Andrew. Elle se souvint de sa voix quelques heures plus tôt, une panique feinte, des mots tremblants disant qu'il était en route. Elle fixa Harris. Il a dit qu'il venait. Il promit qu'il le localiserait. Quand il partit, la pièce parut trop grande, l'air trop immobile. Madison tourna la tête vers le berceau de Léo à côté d'elle. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait, innocente et stable. Elle tendit la main, toucha doucement la sienne. Son cœur se stabilisa aussi. La vérité était assise à côté d'elle comme un fantôme, indéniable, lourde. Andrew avait fait ça. Il l'avait planifié, était parti, l'avait laissé brûler. Mais il avait échoué. Elle ferma les yeux, se murmurant à elle-même, non pas comme un vœu mais comme une prophétie, il saura ce que signifie perdre tout ce qu'il a touché. Dehors, l'aube se leva, claire et vive, sur les ruines de leur rue. La fumée s'enroulait paresseusement vers le ciel, mais le feu avait déjà élu domicile ailleurs, en elle. La chambre d'hôpital vibrait faiblement au rythme des machines et des chuchotements du couloir. La lumière du matin filtrait à travers les stores, peignant de longues rayures sur les murs bleu pâle. Madison était allongée, appuyée contre ses oreillers, le visage calme mais les yeux vifs, le genre d'immobilité qui cache des tempêtes. Son corps tremblait encore parfois, souvenir de la fumée. Chaque respiration semblait aspirer de l'air à travers le feu. Mais ce qui faisait le plus mal n'était pas physique, c'était la douleur creuse de la trahison qui se propageait silencieusement dans sa poitrine. L'inspecteur Harris arriva en milieu de matinée, grand et délibéré dans ses mouvements. Son manteau gris portait l'odeur de la pluie et du café. Il la salua doucement, sa voix stable et basse, la voix de quelqu'un habitué à marcher au milieu des tragédies. Il ne s'assit pas tout de suite, se contenta de se tenir près de la fenêtre, parcourant son dossier, puis se tourna vers elle. Il lui demanda si elle se souvenait de quelque chose d'inhabituel cette nuit-là. Les mains de Madison se crispèrent sur le drap. Il y eut des flashs, la boîte d'allumettes, le sifflement, sa voix disant « pour une vie meilleure ». Elle faillit le dire à voix haute, mais la peur lui serra la gorge. Sa réponse fut douce, fragile. Elle lui dit que c'était peut-être une fuite de gaz. Qu'elle avait peut-être été négligente. Que l'orage avait peut-être provoqué quelque chose. Harris l'étudia attentivement, comme un médecin examine une blessure avant de décider de suturer ou d'inciser. Il ne la contredit pas. Au lieu de cela, il lui demanda où était son mari maintenant. Cette question brisa le mince calme. Elle déglutit, les yeux se tournant vers son téléphone sur le plateau. Il avait sonné des heures après l'incendie. La voix d'Andrew était passée, tremblante, un choc répété, demandant ce qui s'était passé. « Es-tu vivante ?» Elle avait écouté, sans rien dire, puis avait raccroché. Maintenant, elle dit tranquillement qu'il avait appelé. Qu'il avait dit être en route. Harris écrivit quelque chose sur son bloc-notes, son expression indéchiffrable. Il lui dit que le département enquêterait sur la cause de l'incendie, que ces choses prenaient du temps, qu'elle devait se reposer. Mais alors qu'il se tournait vers la porte, son ton changea, subtil, presque conversationnel. Parfois, dit-il, les accidents cachent des intentions.
Parfois, les gens allument des feux bien avant que la première flamme ne brûle. Madison croisa son regard pour la première fois. Ses yeux étaient maintenant stables, plus fragiles. Harris fit un léger signe de tête, comme s'il voyait dans son expression quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. Après son départ, le silence dans la pièce devint plus lourd. Madison fixa Léo qui dormait dans le berceau à côté d'elle. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait doucement, indifférente au poids qui pesait sur elle. Elle se souvint du baiser d'Andrew avant de dormir, froid, final, répété. Elle se souvint de l'odeur de gaz, de ses instincts ignorés. Elle se souvint des phares disparaissant dans l'allée. La vérité pulsait doucement dans ses veines. Il avait essayé de les effacer. Son reflet dans la fenêtre avait l'air différent, plus vieux, plus dur, les yeux plus sombres que la femme qui pliait autrefois le linge en fredonnant des chansons d'amour. Elle murmura sans s'en rendre compte, « Tu as échoué, Andrew. Tu as échoué. » Cette nuit-là, alors que les lumières de la salle s'atténuaient, elle écrivit son nom d'une main tremblante sur la ligne du rapport de police, mais laissa la moitié du formulaire en blanc. Certaines vérités, pensa-t-elle, n'étaient pas encore prêtes pour le papier. Elles avaient d'abord besoin de grandir dans l'obscurité. Les matins de Londres sentaient le pavé mouillé et les gaz d'échappement. Dans un café tranquille près de Kensington Street, Andrew était assis près de la fenêtre avec une tasse de café noir qui avait refroidi depuis longtemps. Son reflet dans la vitre avait l'air convaincant de dévastation, pâle, insomniaque, les cheveux légèrement en désordre. La performance comptait maintenant. Il avait planifié chaque élément de son alibi avant de craquer l'allumette. Les reçus de dîner soigneusement pliés dans son portefeuille, la caméra de sécurité au-dessus du parking, les témoins au restaurant qu'il avait vu manger seul. Même la réservation d'hôtel, faite des jours plus tôt, faisait partie du scénario. Quand l'inspecteur Harris appela, le ton d'Andrew se brisa parfaitement au bon moment. Sa voix tremblait. Ses mots tombaient lourdement, imprégnés de panique. Il dit à l'inspecteur qu'il venait d'apprendre la nouvelle, qu'il était sur le chemin du retour, qu'il n'arrivait pas à y croire. À l'intérieur du café, les têtes se tournèrent avec sympathie. Une jeune serveuse lui apporta même des mouchoirs, les yeux pleins de pitié. Il la remercia faiblement, faisant semblant d'essuyer des larmes, bien que ses yeux fussent secs. Quand elle s'éloigna, il alluma une cigarette, les doigts stables. La première bouffée remplit ses poumons de quelque chose de proche de la satisfaction. Il se dit qu'il avait fait ce qu'il fallait faire. L'indemnité arriverait bientôt, le monde passerait à autre chose. Il passerait à autre chose. Mais derrière la vitre, la pluie dehors tombait plus fort, brouillant les rues. Chaque gouttelette ressemblait à des pas le poursuivant. Son téléphone vibra de nouveau. Harris, demandant à le rencontrer à son retour à Bath. Andrew promit de s'y rendre directement en voiture. Il termina l'appel et expira lentement. La serveuse revint, lui disant qu'elle était désolée pour sa perte. Il hocha la tête distraitement. Ces mots le poignardèrent, perte. Qu'avait-il perdu, vraiment? Un fardeau, peut-être. Pourtant, la façon dont elle l'avait dit fit tressaillir quelque chose dans sa poitrine, quelque chose d'humain qu'il n'avait pas encore enterré assez profondément. Il repoussa ce sentiment, paya son café et sortit sous la bruine. De retour à Bath, son nom se propagea dans les murmures locaux. Les voisins le plaignaient, les amis lui envoyaient des condoléances. Son téléphone était rempli de messages de gens disant « Nous sommes si désolés, sois fort, les accidents arrivent ». Il répondit à chacun avec la même tristesse étudiée. Mais cette nuit-là, quand il s'assit seul dans un appartement loué à Londres, la bouteille de whisky à moitié vide, le silence le pressait comme des murs se refermant. Il crut entendre le rire de Léo une fois, faible, impossible. Il se tourna vers la fenêtre. Rien que la pluie. Il marmonna, ils sont partis, comme si le répéter le rendrait réel. Il ne savait pas que Madison respirait encore sous les draps blancs de l'hôpital, son silence n'étant pas de la faiblesse, mais une incubation. Les cloches de l'église sonnaient sur un rythme doux et funèbre. Le ciel de Bath était de la couleur de l'acier non poli, lourd de pluie. Les gens se rassemblaient sous des parapluies, chuchotant des condoléances, secouant la tête devant la tragédie. Andrew se tenait près de l'autel, vêtu d'un costume noir parfaitement repassé. Il avait tout l'air du veuf éploré. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il pressait un mouchoir contre sa bouche, bien qu'aucune larme ne le tâche. 2 cercueils se tenaient devant lui, symboliques, vides, drapés de lys blanc. Le prêtre parla doucement de la perte, du destin,
de l'amour éternel. Andrew inclina la tête, hochant la tête au bon moment. Mais ses yeux ne cessaient de balayer la foule. Chaque bruissement de tissu, chaque mouvement le faisait sursauter. Il ne cherchait plus la sympathie, il cherchait un fantôme. La meilleure amie de Madison, Nora, se tenait près du dernier banc. Elle le regardait avec une expression qui ne cadrait pas avec le lieu, pas de la pitié, mais une suspicion silencieuse. Elle avait été sur les lieux, avait vu Madison être transportée vivante cette nuit-là, avait entendu le faible pouls sous la suie et le silence. Alors pourquoi Andrew organisait-il déjà des funérailles? Quand le service se termina, les gens s'approchèrent de lui avec des condoléances. Il les remercia doucement, la voix se brisant juste assez pour être crédible. Les appareils photos du journal local crépitèrent, le mari tragique, l'histoire que tout le monde aimait pleurer. Mais Nora resta à distance. Ses doigts se crispèrent sur le bord du banc. Quelque chose en elle refusait de jouer le jeu. Après que la foule se fut éclaircie, Andrew s'attarda à l'avant, faisant semblant de prier. Ses lèvres bougeaient en silence, mais ses pensées étaient ailleurs, la prochaine réunion pour la réclamation, la signature qu'il devrait finaliser, le bail de l'appartement qu'il transférerait bientôt. Derrière lui, les pas de Nora résonnèrent faiblement dans l'allée. Elle s'arrêta juste derrière lui, assez près pour que son murmure se glisse entre eux. « Certaines âmes ne restent pas enterrées, dit-elle doucement. » Il se retourna brusquement, surpris. Mais quand il regarda autour de lui, elle était partie. La pluie recommença alors qu'il sortait. Des parapluies s'épanouirent sur le cimetière comme des fleurs noires. Il leva le regard vers la colline lointaine, une silhouette en long manteau se tenait près de la porte, immobile comme la pierre. Pendant une seconde fugace, il crut voir le visage de Madison sous la capuche, les yeux le fixant, immobile. Il cligna des yeux, et elle avait disparu. Il se dit que le deuil créait des fantômes. Mais quelque part au fond de son esprit, la peur commença à murmurer un autre mot, justice. 2 semaines plus tard, les couloirs de l'hôpital sentaient le désinfectant et l'espoir. Madison marchait de nouveau, plus lentement, prudemment, une écharpe enroulée autour de son cou pour cacher les marques de brûlure. Nora attendait à son chevet quand elle revint de la physiothérapie, tenant une enveloppe scellée. Elle ne dit rien au début, se contenta de la lui tendre. Ses yeux brillaient de quelque chose entre le soulagement et la fureur. Madison s'assit, le papier lourd sur ses genoux. Elle le déplia lentement, le cœur battant bien qu'elle ne sût pas encore pourquoi. À l'intérieur, une police d'assurance. La signature d'Andrew, nette et confiante. Son nom figurait comme « conjointe assurée ». La somme, un demi-million de livres. La date, la semaine où il avait perdu son emploi. Pendant un long moment, le monde fut silencieux. Puis sa respiration devint rapide, inégale. La prise de conscience se propagea comme un feu froid dans ses veines. Ça n'avait jamais été de l'amour, jamais un accident. C'était de l'arithmétique. Elle murmura, à peine audible, il nous voulait morts. Les yeux de Nora se remplirent de larmes. Elle posa une main sur l'épaule de Madison. Elle s'en était doutée, mais voir la preuve faisait encore mal. Elle dit doucement qu'elle pouvait aller à la police, que Harris rouvrirait l'affaire. Mais Madison secoua lentement la tête. Sa voix était calme, mais chaque mot était de fer. Pas encore. Nora fronça les sourcils. Tu ne peux pas le laisser s'en tirer. Il entrera dans sa propre cage, dit Madison. Simplement, pas encore. Cette nuit-là, longtemps après le départ de Nora, Madison s'assit près de la fenêtre surplombant la ville. Les lumières de Bath scintillaient comme des reflets dans l'eau. Quelque part là dehors, Andrew souriait probablement, buvait, planifiait sa prochaine vie. Elle sourit faiblement, pas de bonheur, mais de quelque chose de plus tranchant. Les femmes mortes pouvaient faire des choses que les vivantes ne pourraient jamais faire. L'autorisation de sortie de l'hôpital arriva une semaine plus tard. Elle signa son nom comme si elle se débarrassait d'une vieille peau. Elle dit à l'infirmière qu'elle emménagerait avec une cousine, un mensonge. En vérité, elle loua un petit appartement sous un faux nom, utilisant les anciens papiers d'identité de son père. Chaque jour, elle traversait les marchés et les gares routières sans être vue, guérissant au vu de tous. Et quand des lettres commencèrent à apparaître dans la boîte aux lettres d'Andrew à Londres, non signées, intraçables, écrites à l'encre rouge, le fantôme de Madison Collins revint à la vie. 3 mois après l'incendie, Londres pulsait au rythme du vent d'hiver précoce et des néons agités.
La nouvelle vie d'Andrew s'était installée dans une routine, celle qui fait oublier à la culpabilité qu'elle existe. Il vivait dans un appartement en hauteur avec des murs de verre et des lignes épurées, le genre qu'il avait autrefois promis à Madison qu'il pourrait s'offrir un jour. Il organisait maintenant de petits dîners vins, rires, musique racontant à ses invités l'histoire de la femme qu'il avait perdue et de la vie qu'il reconstruisait. Les gens admiraient sa résilience. Certaines femmes admiraient même son charme. L'argent de l'assurance était arrivé. Ses comptes étaient pleins. Mais la paix a un son quand elle se brise, un silence trop aigu pour être naturel. Cela commença un matin avec une enveloppe blanche glissée sous sa porte. Pas d'adresse, pas de timbre. Il l'ouvrit distraitement, s'attendant à une autre carte de condoléances. À la place, une seule photographie tomba. La vieille maison, engloutie par les flammes. L'angle était proche, pris depuis la rue. Au dos, à l'encre rouge, cette mot « Tu as oublié quelqu'un dans le feu ». Son estomac se tordit. L'air dans la pièce sembla se raréfier. Il se dit que c'était une farce, quelqu'un de batte, une blague cruelle. Mais ses doigts ne cessaient de trembler. Quelques heures plus tard, le téléphone sonna. Numéro inconnu. Il répondit. Silence. Puis une faible expiration, féminine, lente, délibérée. Il dit de nouveau « Allô », la voix plus forte. Le murmure arriva, bas, presque aimable. Tu aurais dû tout brûler, Andrew. La ligne coupa. Il resta figé, le téléphone glissant de sa main. La ville à l'extérieur se brouilla derrière la vitre, son reflet ressemblait à de la fumée. Il essaya de rationaliser. Quelqu'un le faisait chanter. Peut-être Nora. Peut-être que Harris avait trouvé quelque chose. Peut-être que la culpabilité qu'il avait enterrée remontait à travers la terre. Il alla à la fenêtre, scrutant la rue en bas. L'espace d'un instant, il la vit, une femme en manteau sombre, la tête légèrement inclinée vers le haut, une écharpe couvrant son cou. Elle leva les yeux, son regard croisant le sien à travers 10 étages de verre. Puis elle se tourna et disparut dans la foule. Il recula en trébuchant, murmurant que ce n'était pas possible. Elle était morte. Il avait vu les flammes. Mais la voix dans sa tête, celle qui avait commencé à chuchoter la nuit, ne répétait que ce qu'il craignait le plus, on ne peut pas tuer ce qui se souvient encore. Ce soir-là, il se versa du whisky jusqu'à ce que sa main se stabilise. Il se dit que l'esprit jouait des tours. Que le deuil créait des fantômes. Que Madison ne pouvait pas être en vie. Mais quand il se coucha plus tard, l'appartement sombre et silencieux, il sentit de nouveau l'odeur de la fumée, faible, impossible, mais assez réelle pour faire battre son cœur. Il se leva, vérifiant chaque coin, chaque prise, chaque bougie. Rien. Quand il retourna au lit, une fine couche de cendres reposait sur le rebord de la fenêtre. Et loin de là, dans un petit appartement loué de l'autre côté de la rivière, Madison regardait les lumières de la ville vaciller et s'éteindre. Ses cicatrices avaient commencé à guérir, mais son objectif venait à peine de commencer à brûler. Elle murmura à la nuit, d'une voix stable, presque tendre, « Maintenant, Andrew, voyons qui survit vraiment au feu. » Le Borough Market de Londres était animé par le bruit, l'odeur du café torréfié, le sifflement de la pluie frappant les toits métalliques, le flot des parapluies. Andrew avait choisi cet endroit précisément parce qu'il était ordinaire. La foule le rendait invisible. Ce matin-là, il marchait avec un journal sous le bras, les yeux cachés derrière des lunettes teintées, prétendant que le monde ne murmurait plus son nom. Mais la culpabilité a une façon de se déplacer à travers les foules comme la fumée, invisible jusqu'à ce qu'elle vous en serre la gorge. Il s'arrêta à un étal vendant du pain frais. La femme derrière le comptoir sourit, lui offrant une miche encore chaude du four. Il hocha la tête distraitement, lui tendit de l'argent, essaya de paraître humain. Et puis il la vit. De l'autre côté de l'allée, près d'un étal de tulipes et de lys, se tenait une femme dans un trench-coat sombre. Son écharpe était enroulée haut, dissimulant son cou, mais ses yeux profonds et connaisseurs, le figèrent sur place. L'espace d'un instant, il crut que son esprit l'avait de nouveau conjuré. L'air s'épaissit, le son s'estompa. Les gens passaient entre eux, éclats de couleurs, parapluies, bavardages, mais son regard ne vacilla jamais. Madison ne bougea pas. Son immobilité seule était plus bruyante que n'importe quelle accusation. Andrew cligna des yeux avec force. Quand sa vision se dégagea, elle avait disparu. La panique perça le brouillard de la routine.
Il se fraya un chemin à travers la foule, appelant son nom à voix basse. Le pain tomba de sa main, oublié. Les vendeurs le regardèrent, lui criant de faire attention où il allait. Il tourna au coin près du stand de café. Vide. Seul l'écho de la pluie sur la pierre. Il scruta les visages, chaque femme aux cheveux sombres un fantôme, chaque reflet dans la fenêtre une autre accusation. Au moment où il atteignit le bord du marché, son pouls était un battement de tambour dans ses oreilles. Il s'appuya contre un mur, trempé, tremblant. Un passant lui demanda s'il allait bien. Il hocha rapidement la tête, forçant un rire qui ressemblait à une toux. Il se dit que c'était quelqu'un d'autre. Des yeux similaires, un tour de mémoire. Pourtant, quand il jeta un coup d'œil à la vitrine à côté de lui, son reflet n'était plus seul. Derrière son image floue, la silhouette d'une femme apparut faiblement, immobile, observant. Il se retourna brusquement. Rien que la pluie. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, il se versa 3 doigts de whisky et s'assit dans l'obscurité, lumières éteintes, rideaux tirés. Dehors, des sirènes retentissaient au loin. Il se murmura que les fantômes ne faisaient pas leur course au marché. Mais le miroir de l'autre côté de la pièce capta son reflet, et l'espace d'un instant, il crut revoir de la suie sur son visage. L'inspecteur Harris arriva à Londres 2 jours plus tard, son trench coat sentant toujours la pluie de batte. Il avait suivi une piste discrète, un employé d'hôpital qui avait mentionné une femme correspondant à la description de Madison partant sous un autre nom. La piste n'était pas encore officielle, c'était de l'instinct. Il trouva Andrew à son bureau, vitré, cher, stérile. Le genre d'endroit où la vérité ne résonnait pas parce que rien de doux n'existait pour l'attraper. L'assistante d'Andrew annonça l'inspecteur comme si elle introduisait le mauvais temps. Harris entra, sans se presser. Sa voix était polie mais lourde de sous-entendus. Il commença par des banalités, la reconstruction de la propriété brûlée, les récentes expertises d'assurance, la météo. Puis, nonchalamment, il dit que de nouvelles informations avaient fait surface dans l'affaire de l'incendie de Bath. Le sourire d'Andrew vacilla. Il se pencha en arrière, feignant la curiosité. Le ton de Harris resta égal. C'est drôle comme la tragédie profite souvent aux vivants, dit-il. La mâchoire d'Andrew se contracta. Il demanda si c'était une accusation. Harris se contenta de hausser les épaules. Les vieux feux laissent de longues ombres. Certaines d'entre elles se remettent à luire quand on s'y attend le moins. Il laissa une carte de visite sur la table et sortit sans attendre d'être congédié. Quand la porte se referma, le masque d'Andrew se fissura. Il la verrouilla, fit les 100 pas, les mains tremblantes. Sur son bureau se trouvait une autre enveloppe, livrée en main propre pendant qu'il était distrait. Il l'ouvrit. Un morceau de papier peint brûlé, motif familier, bord noirci. En travers, écrit avec la même encre rouge, la vérité ne brûle pas, il s'effondra dans son fauteuil, la poitrine serrée. Les lumières du bureau clignotèrent 1 fois, 2 fois, comme si même l'électricité sentait le malaise. Cette nuit-là, il ne put dormir. Chaque grincement dans l'immeuble devenait des pas. Chaque rafale de vent ressemblait à sa voix murmurant près de la porte. Vers 3 heures du matin, il rêva de Harris debout à côté du lit, disant « On l'a trouvé », et se réveilla pour ne trouver personne, seulement l'odeur de cendre accrochée au drap. Dans un quartier calme près de King's Cross, Madison travaillait sous un nouveau nom, Mara Quinn, dans un petit bureau de classement juridique. L'ironie ne lui échappait pas. Elle passait ses journées à trier les contrats, les formulaires d'assurance, les réclamations de propriété des autres. La paperasserie l'avait presque tuée 1 fois, maintenant, elle devenait son arme. Ses cicatrices s'étaient estompées en de faibles cartes le long de son cou et de ses bras, des rappels plutôt que des blessures. Elle portait ses cheveux plus longs pour les adoucir, mais elle ne se cachait plus. Chaque matin, elle se rendait au travail avec une précision calme, le rythme de la survie stable dans sa respiration. Nora lui rendait souvent visite, insistant toujours sur le fait que la justice par la police serait plus simple. Madison souriait seulement, disant que la justice et la satisfaction n'étaient pas toujours sœurs. Elle voulait quelque chose de plus lent, quelque chose qu'Andrew sentirait à chaque minute de veille, l'effondrement de tout ce qu'il avait construit sur ses cendres. À travers les dossiers du bureau, elle traça les communications internes de la compagnie d'assurance. Elle apprit qui avait signé l'indemnité d'Andrew, qui avait autorisé le transfert, et qui pouvait le révoquer si une fraude apparaissait. Elle fit des copies discrètement, les rangeant dans un dossier intitulé « Archives ». La nuit,
Elle retournait à son petit appartement et écrivait des lettres. Chacune était rédigée comme une confession qu'il n'avait jamais faite, des fragments de vérité déguisés en tuyaux anonymes pour les journaux, les régulateurs, même ses propres collègues. Nora s'inquiétait qu'elle attise trop le feu. Madison répondit qu'elle ne l'attisait pas, elle le guidait chez lui. Les soirs, elle s'asseyait près de la fenêtre, Léo endormi à côté d'elle. Elle regardait les lumières scintiller sur la Tamise et imaginait Andrew ouvrant sa prochaine lettre. La vengeance, pensa-t-elle, n'était pas une question de rage. C'était une question de rythme. Pas à pas, battement de cœur par battement de cœur, jusqu'à ce que les murs commencent à se fissurer d'eux-mêmes. Quand elle sourit enfin, ce n'était pas cruel. C'était calme, précis, inévitable. Au printemps, le charme d'Andrew avait commencé à s'effilocher. Ses collègues chuchotaient qu'il semblait distrait. Il oubliait des réunions, criait sur les stagiaires, fixait trop longtemps les reflets dans la vitre de la salle de conférence. Le matin où son associé le confronta, la lumière du soleil traversait le sol du bureau comme des lignes d'interrogatoire. L'homme jeta un dossier sur le bureau d'Andrew, des duplicata de formulaires d'assurance, des signatures contradictoires, un avis de nouvelle enquête. Andrew balbutia des explications qui ne le convainquirent même pas lui-même. Le ton de son associé s'endurcit. « Tu ne m'as pas parlé d'une autre police, n'est-ce pas ?» Le démenti d'Andrew fut trop rapide. Sa main tremblait en versant de l'eau, renversant la moitié du verre. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle accusation. L'associé partit sans un mot de plus, le son de la porte se refermant en un clic résonnant comme un verdict. Quand Andrew baissa enfin les yeux, une autre enveloppe se trouvait parmi ses papiers. Son estomac se noua. À l'intérieur, une seule ligne écrite en rouge, toujours au chaud, n'est-ce pas? La pièce sembla basculer. Il déchira la note en morceaux, la jeta dans la poubelle. Mais les mots s'étaient déjà gravés derrière ses paupières. Ce soir-là, il ira sans but dans la ville, le manteau déboutonné, le vent mordant. Dans chaque vitrine, il voyait son reflet à elle au lieu du sien. À un carrefour, un bus passa, éclaboussant ses chaussures d'eau sales. Quand il fut passé, une femme se tenait de l'autre côté, l'observant, écharpe, manteau sombre, immobile. Des voitures klaxonnèrent. Il cligna des yeux. Elle avait disparu. Il rentra chez lui trempé, se versa du whisky jusqu'à ce que le verre se fissure sous sa poigne. La glace fondit rapidement, comme le temps qui s'écoulait. Il murmura à l'appartement vide qu'il n'avait pas peur. Mais sa propre voix le trahit, tremblante. À quelques kilomètres de là, Madison ferma son ordinateur portable après avoir envoyé un autre email anonyme, un qui atteindrait la division des crimes financiers le lendemain matin. Elle expira doucement, stable comme la marée. Le feu en elle avait trouvé son rythme. L'inspecteur Harris buvait un thé tiède dans son bureau quand l'enveloppe arriva. Elle contenait une clé USB, sans étiquette à l'exception de 3 mots écrits en lettres capitales nettes, la vérité pour le haut. Il la brancha avec précaution. Des fichiers s'ouvrirent, des virements bancaires scannés, des répétitions enregistrées de l'appel d'urgence d'Andrew, des photos de documents falsifiés. Chaque pièce s'emboîtait trop parfaitement pour être ignorée. Il se pencha en arrière, murmurant que quiconque avait envoyé cela connaissait l'affaire mieux que les enquêteurs ne l'avaient jamais fait. Son assistant demanda qui cela pouvait être. Harris dit seulement, quelqu'un qui a fini de guérir. Cet après-midi-là, il rouvrit officiellement le dossier. Un communiqué de presse fut rédigé, des citations à comparaître suivirent. La tempête se formait de nouveau, cette fois au-dessus de la tête d'Andrew. Pendant ce temps, Andrew était assis dans son bureau de verre, ignorant, fixant son reflet dans la fenêtre. La ville bougeait en dessous de lui comme un organisme vivant, indifférent. Son téléphone vibra, un numéro inconnu. Un message apparut, « Il vient pour toi ». Il se leva brusquement, scrutant la rue dehors bien qu'il fût à 15 étages de hauteur. La panique pulsait derrière ses yeux. Il quitta le bâtiment tôt, ignorant les questions de son assistante. Sur le trottoir d'en face, à moitié caché dans le brouillard, Madison le regarda sortir sous la pluie. Son visage était calme, son écharpe flottant au vent. Elle ne le suivit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le monde se retournait déjà contre lui, et tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'observer la chute. Alors que Harris conduisait vers Londres ce soir-là, ses phares fendant la route mouillée, il rejouait les fichiers dans son esprit. Chaque confession, chaque chiffre, chaque mensonge trouvant enfin de l'oxygène.
Il ne savait pas encore qui était l'expéditeur, mais il soupçonnait que la vérité marchait juste devant lui, silencieuse et déterminée. Les journaux du matin crièrent avant même le réveil d'Andrew. Enquête sur l'incendie de Batte Ouverte, le mari sous les projecteurs. Sa photo occupait la moitié de la première page, à côté de mots comme fraude, mobile, trahison. Le téléphone commença à sonner avant l'aube, journalistes, investisseurs, collègues exigeant des réponses. Chaque appel ressemblait à une autre allumette jetée dans la forêt sèche de sa vie. Il traversa la ville dans un état second. Les panneaux d'affichage changeaient de couleur, les lampadaires se brouillaient, son pouls martelait. À un feu rouge, il remarqua des piétons qui le regardaient, chuchotant. Ou peut-être pas, peut-être que la paranoïa était devenue son seul miroir. À la mi-journée, ses investisseurs s'étaient retirés. Son associé annonça une suspension temporaire. Des journalistes campaient devant les portes de son appartement. Les appareils photo crépitèrent à son arrivée, des voix criant des questions qui coupaient comme des lames. « Avez-vous tué votre femme ? Avez-vous allumé le feu ?» Il claqua la portière de la voiture et se fraya un chemin, le visage pâle, la mâchoire serrée. À l'intérieur, il fracassa la télévision après avoir vu son propre visage rejouer en boucle. Les murs semblaient plus étroits, l'air plus rare. Il se versa un autre verre, mais même la bouteille tremblait dans sa main. Dans le silence qui suivit, il entendit quelque chose de faible, un rire d'enfant, distant, fantomatique. Léo. Le son résonna jusqu'à se fondre avec son rythme cardiaque. Il essaya d'appeler Harris, pour nier, pour supplier, il ne savait pas lequel. Mais avant que l'inspecteur ne puisse répondre, l'appel coupa. Le signal siffla de parasites, et dans ces parasites, il l'entendit de nouveau, la voix de Madison murmurant dans le bruit, « Tu pensais t'en tirer ?» Il projeta le téléphone à travers la pièce. Il se brisa, des étincelles vacillant brièvement avant de mourir, de minuscules feux inoffensifs se moquant de lui. Cette nuit-là, il rêva d'elle, debout au milieu des flammes, tenant Léo, tous deux intacts, tous deux le regardant brûler. Quand il se réveilla, la sueur trempait les draps. Pour la première fois, il appela son avocat avant l'aube, ne disant qu'une seule phrase, « Si quelqu'un demande, je n'étais pas là cette nuit-là. » Même les mensonges sonnent différemment quand on les prononce pour se sauver. Le café de Bristol était calme, la pluie striant les vitres. L'inspecteur Harris était assis seul avec son carnet quand Nora arriva, son manteau dégoulinant, ses mains serrées autour d'un petit dossier. Elle ne s'assit pas immédiatement, resta juste un instant debout, regardant la vapeur s'élever de son café intact. Puis elle dit doucement qu'elle devait dire la vérité. Il lui fit signe de s'asseoir. Ses mots vinrent lentement, longuement attendus. Madison était vivante. Elle avait vécu à Londres, se remettant, planifiant. Nora l'avait aidée, trouvant l'appartement, falsifiant les documents, gardant son secret. Harris écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il expira, comme pour confirmer ce que l'instinct lui avait déjà dit. Il dit qu'ils auraient besoin de la déclaration de Madison pour officialiser les choses, pour porter des accusations qui tiendraient. Nora baissa les yeux sur ses mains tremblantes. Madison ne voulait pas la prison, murmura-t-elle. Elle le voulait briser. Le ton de Harris s'adoucit. La justice ne choisit pas les émotions. De l'autre côté de la rue, derrière la fenêtre striée de pluie, Madison les observait. Elle savait que Harris protégerait la loi, elle le respectait pour ça. Mais sa sorte de justice était plus ancienne, forgée dans le silence, aiguisée par la survie. Cette nuit-là, elle posta le dernier paquet. À l'intérieur, l'enregistrement de la répétition du faux appel d'urgence d'Andrew, horodaté et clair. Une confession qu'il n'avait jamais eu l'intention de rendre publique. En scellant l'enveloppe, elle ne ressentit aucun triomphe, seulement une calme certitude, le cercle se refermait. Le feu qu'il avait allumé des années auparavant avait bouclé la boucle, et cette fois, c'était elle qui tenait l'allumette. Elle murmura à la pièce silencieuse, « Maintenant, c'est à ton tour de sentir la chaleur. » Dehors, le tonnerre gronda faiblement sur Londres, résonnant comme les applaudissements d'un ciel invisible. La pluie rendait la ville miroitante cette nuit-là. Andrew était affalé sur le canapé, une bouteille à moitié vide à côté de lui, la télévision diffusant en boucle des titres qui répétaient son nom comme une malédiction. Chaque coup dans le couloir le faisait sursauter. Puis vint celui qui ne s'arrêta pas. 3 coups mesurés, délibérés, résonnant dans l'appartement comme un jugement. Il se figea, le pouls martelant. Quand il ouvrit enfin la porte,
l'inspecteur Harris se tenait encadré par la lumière du couloir, le manteau dégoulinant, les yeux indéchiffrables. L'inspecteur entra sans attendre. Il jeta un coup d'œil autour de lui, les bouteilles de whisky, les volets fermés, la pile de courriers non ouverts. Il dit qu'il devait parler de la nuit de l'incendie. Andrew força un rire qui se brisa à mi-chemin. Il insista sur le fait qu'il avait déjà fait des déclarations, que l'enquête était politique. Harris ne réagit pas. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la pluie strier la vitre. Son ton resta calme, presque aimable, alors qu'il demandait où Andrew était allé après minuit cette nuit-là. La gorge d'Andrew se serra. Il dit qu'il était allé chercher de l'essence. Harris hocha lentement la tête. Il mentionna que les stations-service gardaient les enregistrements de vidéosurveillance. Il ne l'avait trouvé sur aucune d'entre elles. Il mentionna aussi que de nouvelles preuves plaçaient Madison sortant de la maison vivante avec l'enfant. La couleur quitta le visage d'Andrew. Il murmura que c'était impossible. Harris se détourna de la fenêtre. Rien n'est impossible quand la vérité décide de respirer à nouveau. Puis il posa un petit enregistreur sur la table et partit sans un mot de plus. Andrew resta immobile pendant des minutes après la fermeture de la porte, entendant l'écho de la pluie sur les tuyaux métalliques. Quand il appuya enfin sur Play, sa propre voix emplit la pièce, la répétition qu'il avait enregistrée des mois plus tôt, s'entraînant à sonner comme un mari en deuil. Il arracha le cordon du mur et recula en trébuchant, les mains tremblantes. Dehors, le tonnerre gronda sur Londres comme une avalanche lente. Il le sentit vibrer à travers le plancher, à travers ses côtes, à travers chaque mensonge qu'il avait construit. Les jours se fondirent les uns dans les autres. Des journalistes aux portes, des enquêteurs saisissant des ordinateurs, des créanciers appelant à toute heure. L'empire qu'il avait bâti sur l'argent des assurances et le charme s'effondra grain par grain. Au crépuscule du 4e jour, il était seul, associé parti, téléphone déconnecté, mur résonnant du bourdonnement du silence. Il but jusqu'à ce que la bouteille se vide, puis jusqu'à ce que la pièce vacille. Dans ce brouillard, un message arriva sur son téléphone, « Retrouve-moi là où ça a commencé ». Pas de signature. Seulement une adresse, les ruines à Bath. Il se dit que c'était un piège, mais une force plus puissante que la raison l'Y conduisit. La pluie s'abattait sur l'autoroute. Les essuie-glaces battaient à un rythme nerveux. Chaque éclair révélait de vieillets, des clôtures brisées, des souvenirs qu'il avait enterrés sous des années de déni. Quand il atteignit la propriété, il faillit ne pas la reconnaître. Des poutres calcinées sortaient du sol comme les côtes d'une bête morte. L'air sentait encore faiblement la fumée. À l'intérieur, des bougies brûlaient en un cercle tordu, leurs flammes se courbant dans le courant d'air. Et en leur centre se tenait Madison. Ce n'était pas un fantôme. Elle était de chair et de sang, ses cicatrices pâles sous la lueur des bougies. Pendant un long moment, aucun ne parla. La pluie sifflait sur les ruines, murmurant les années qu'ils avaient perdues. Les genoux d'Andrew faiblirent. Il balbutia son nom, l'incrédulité brisant chaque mot. Elle le regarda tranquillement, les bras croisés, la voix calme comme la pierre. « Tu m'as laissé ici. » Il s'effondra sur le sol humide, les mains couvrant son visage. Il essaya de dire pardon, d'inventer une raison, mais le langage l'abandonna. Le seul son qui s'échappa fut un sanglot brisé. Madison s'approcha jusqu'à ce que son ombre tombe sur lui. Elle lui dit qu'elle avait rêvé pendant des années de ce moment, pas de sa mort, mais de sa compréhension. Elle voulait qu'il voie ce que le feu signifiait vraiment. La foudre frappa quelque part au-delà des collines. Le vieux toit gémit, en voyant des cendres volter comme de la neige noire. Il murmura qu'il n'avait pas voulu tuer Léo. Elle répondit que l'intention n'était que de la lâcheté parfumée. Quand elle se tourna pour partir, il attrapa faiblement son poignet, la suppliant de lui pardonner. Elle baissa les yeux sur sa main, la même main qui avait autrefois allumé une allumette, et dit doucement que le pardon n'est pas de la pitié, c'est une libération. Puis elle sortit sous la pluie. Il resta agenouillé tandis que l'eau éteignait les bougies, leur fumée s'enroulant vers le haut comme des fantômes s'échappant. Le matin se leva, gris et impitoyable. Un jogger aperçut la voiture encore au ralenti près des ruines, moteur ronronnant, conducteur affalé sur le volant. La police arriva en quelques minutes. Andrew était en vie, à peine. Une bouteille de pilule vide sur le siège, une note de suicide pliée à côté. La lettre ne disait rien de nouveau, seulement qu'il ne pouvait plus supporter le feu.
c'est Madison qui avait appelé les services d'urgence avant l'aube, sa voix stable, ne donnant aucun nom. Elle attendit sur une colline voisine jusqu'à ce que les lumières de l'ambulance peignent les arbres en rouge, puis disparut dans le brouillard. À l'hôpital, l'inspecteur Harris observa depuis le seuil de la porte les médecins pomper l'estomac d'Andrew. Il nota l'ironie, l'homme qui avait essayé de simuler une tragédie était maintenant piégé dans une de sa propre fabrication. Plus tard, en interrogatoire, Andrew parla peu. Les preuves audio, les documents falsifiés, le brouillon de la confession, tout était sur la table. Son avocat lui conseilla le silence, mais Andrew ne pouvait s'arrêter de trembler. Il dit que la maison ressemblait à un cercueil bien avant l'allumette. Harris écrivit lentement la déposition finale. Quand il lut les charges, tentative de meurtre et fraude à l'assurance, Andrew ne protesta pas. Il demanda seulement si Madison devrait témoigner. Harris dit oui, si elle le souhaitait. Andrew hocha la tête une fois, murmurant que peut-être elle le devrait. L'affaire avança rapidement. L'opinion publique devint féroce. Les titres qu'il appelait autrefois, l'architecte en deuil, le rebaptisèrent, le mari qui vendait du feu. Devant le tribunal, Madison arriva en silence, la petite main de Léo serrant la sienne. Elle passa devant les caméras, les yeux droits, le visage calme. Quand le verdict résonna dans la salle d'audience coupable sur tous les chefs d'accusation, elle ne ressentit aucun triomphe, seulement une libération. Ce soir-là, devant le palais de justice, Harris s'approcha tranquillement. Il lui dit que la justice avait trouvé son chemin, mais elle le corrigea. La justice brûle vite, la vérité brûle lentement. Puis elle s'éloigna dans le vent, emportant son enfant, laissant les cendres derrière elle pour de bon. La prison dépouilla Andrew de tout ce qui lui était familier. Pas de bureau vitré, pas de costume sur mesure. Seulement des murs gris qui sentaient le désinfectant et le regret. Le claquement des portes se refermant derrière lui devint la ponctuation de chaque pensée. Les jours se fondirent dans le rythme de la survie. Il se réveillait, faisait la queue, mangeait de la nourriture insipide, retournait à son lit. Les nuits étaient pires, le silence trop épais pour respirer. Les détenus chuchotaient son histoire, l'appelant monstre, lâche, pyromane. Il ne répondit jamais. Il gardait un petit carnet où il écrivait la même phrase chaque nuit, je l'ai allumé une fois. L'acte d'écrire, c'était comme tenir sa main à nouveau sur la flamme, chaque mot une étincelle contre l'obscurité de la culpabilité. Dans la cour, certains prisonniers essayaient de le provoquer, mais son vide les effrayait. Il ne se défendit jamais. Il fixait simplement l'horizon comme s'il attendait que le monde finisse à nouveau. Les mois passèrent. Les lettres des avocats cessèrent. Pas de visiteurs. Un soir, lors de l'inspection, un garde lui tendit une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur, une photographie, Léo au bord de la mer, souriant, le soleil scintillant sur l'eau. Au dos, seulement 2 mots, nous avons survécu. Il la garda jusqu'à l'extinction des feux, puis la glissa sous son oreiller. Pour la première fois depuis des années, il pleura sans honte. Non pas parce qu'il voulait le pardon, mais parce que quelqu'un avait prouvé que la vie continuait au-delà du feu. À partir de là, il travailla à la bibliothèque de la prison, triant les livres avec une patience mécanique. Il relut sur l'architecture, esquissant dans les marges, reconstruisant des maisons imaginaires qui ne brûlaient pas. Et chaque nuit, il regardait la photo de Léo avant de dormir, un rappel que le monde qu'il avait détruit avait choisi de continuer à vivre malgré tout. Au retour du printemps, Madison avait déménagé à Brighton. La mer s'étendait, infinie et bleue, son rythme la traversant comme un pardon qu'elle n'avait pas demandé. Elle loua un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, le matin sentait le pain et le sel. Elle travaillait à la restauration de vieilles maisons, brique par brique. Il y avait une étrange poésie là-dedans, à reconstruire ce que d'autres pensaient irréparable. Chaque mur qu'elle réparait, c'était comme recoudre sa propre peau. Léo s'épanouissait. Il avait 5 ans maintenant, curieux, intrépide. Il collectionnait des coquillages et les alignait sur le rebord de la fenêtre comme des trophées. Quand il riait, le son effaçait des années de sirène dans sa mémoire. Certaines nuits, le vent du large portait la faible odeur de la fumée. Cela ne l'effrayait plus. Cela lui rappelait qu'elle avait survécu à quelque chose que la plupart ne connaîtraient jamais. Elle pensait à Andrew parfois, non pas avec rage, mais avec une mélancolie distante, comme on se souvient d'un orage lointain. Elle l'imaginait faisant les 100 pas derrière les barreaux, répétant des excuses à des murs qui ne répondaient jamais. Un soir, en regardant Léo construire des châteaux de sable,
elle réalisa qu'elle ne se sentait plus définie par la survie. Elle construisait à nouveau, respirait à nouveau, non pas comme une victime, non pas comme un fantôme, mais comme une femme ressuscitée. Quand la marée monta et emporta le château, Léo leva les yeux, surpris. Elle lui dit doucement que certaines choses tombent pour que d'autres puissent se relever plus fortes. Il hocha la tête, acceptant cela avec la sagesse facile des enfants. La mère tenait sa promesse, revenant toujours, n'oubliant jamais, purifiant toujours. C'est un journaliste d'un magazine d'intérêt humain qui la retrouva. L'article qu'il proposait ne portait pas sur le scandale ou le crime, mais sur la reconstruction. Madison hésita, puis accepta, sentant qu'il était temps de laisser son histoire respirer d'elle-même. Ils se rencontrèrent dans un café en bord de mer peint en jaune pâle. Le journaliste posa des questions douces, sur le feu, sur la guérison, sur la foi. Madison répondit lentement, choisissant ses mots comme des pierres dans une rivière. Elle ne parla pas de vengeance, mais d'endurance. Elle dit que le feu prend, mais qu'il révèle aussi ce qui ne peut pas brûler. Quand l'article parut, titré « Une femme renaît de ses cendres pour reconstruire des vies », il voyagea plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Des messages arrivèrent d'inconnus à travers le Royaume-Uni, des survivants, des veuves, des rêveurs. Il la remerciait de leur avoir rappelé que le silence peut se transformer en force. Elle sourit à la photo imprimée à côté de l'histoire. Elle-même, debout au bord de la mer, les cicatrices pâles, le vent soulevant ses cheveux. Pour une fois, le reflet qui lui renvoyait la page semblait vrai. À des kilomètres de là, dans sa cellule de prison, Andrew vit le même magazine sur un chariot de bibliothèque. Il hésita avant de l'ouvrir, les mains tremblantes. Quand il lut ces mots, calme, sage, intact de haine, quelque chose en lui se brisa et se répara en même temps. Il murmura dans le silence, « Elle a vécu ». Et pour la première fois, la phrase ne piqua pas, elle apaisa. Le lendemain, il se porta volontaire pour donner des cours d'alphabétisation, disant qu'il voulait aider les autres à reconstruire comme elle l'avait reconstruit lui, même si elle ne le saurait jamais. 5 ans plus tard, les portes s'ouvrirent. Andrew sortit dans la pâle lumière du matin, plus mince, plus gris, portant une petite boîte de possession, un carnet, une photographie, un exemplaire usé des grandes espérances. Le monde avait avancé sans lui. Les rues plus animées, les visages plus jeunes, les voix plus rapides. Il dériva à travers Bath sans être remarqué, un fantôme parmi les vivants. Il se rendit à l'ancienne adresse par habitude. Là où se trouvait autrefois la maison brûlée, s'élevait maintenant une maison reconstruite, peinte en crème, des rires s'échappant de ses fenêtres ouvertes. Des enfants jouaient dans le jardin, l'avenir de quelqu'un d'autre s'épanouissant sur son passé. Il sourit faiblement. C'était juste. La vie avait repris ce qu'il avait essayé de détruire. Cette nuit-là, dans une petite chambre louée au-dessus d'un pub, il écrivit une lettre qu'il n'enverrait jamais. Il y admettait qu'il n'avait jamais échappé au feu, qu'il vivait tranquillement en lui. Il la remerciait d'avoir sauvé Léo, d'avoir appelé l'ambulance, de l'avoir laissé vivre assez longtemps pour comprendre. Il termina par une seule ligne, « Je vois enfin la lumière vers laquelle tu marches ». Il plia le papier, le plaça dans le carnet, et posa les deux sur le rebord de la fenêtre. Dehors, les lampadaires scintillaient contre la bruine. Le monde semblait fragile, indulgent. Pour la première fois, il dormit sans rêver de flammes. Les années passèrent tranquillement. Les falaises de Brighton résistèrent aux tempêtes comme au soleil. Madison se tenait un soir sur le bord, le vent tirant sur son manteau, la mer en dessous rugissant son chant éternel. Léo, maintenant plus âgé, courait le long du rivage en chassant les mouettes, son rire porté par l'air salin. Elle le regardait avec une douceur qui la surprenait encore, la preuve que l'amour pouvait survivre même à travers les cendres. Elle ferma les yeux et écouta. Le vent ne murmurait plus les sirènes, il parlait de renouveau. Quelque part derrière elle, l'horizon rougissait d'or au coucher du soleil. Elle pensa à Andrew, où qu'il puisse être, peut-être marchant dans une rue sous le même ciel, peut-être toujours à la recherche de la paix. Elle ne le haïssait pas. La haine l'enchaînerait au passé. Au lieu de cela, elle lui souhaitait la compréhension, la plus dure des miséricordes. Elle murmura à la mer que le feu lui avait donné plus qu'il ne lui avait volé, la clarté, la force, un but. Les cicatrices sur sa peau n'étaient que des signes de ponctuation dans une phrase plus longue. Léo l'appela pour qu'elle regarde, il avait trouvé un coquillage en forme de cœur. Elle sourit, s'agenouillant à côté de lui, la dernière lumière du jour dorant leur visage. Ils restèrent là jusqu'à ce que la marée s'approche,
l'eau effleurant leurs chaussures comme une bénédiction. Alors que l'obscurité enveloppait la côte, Madison murmura une dernière vérité au vent, « Nous avons survécu au feu, et maintenant nous vivons dans la lumière. » La mer répondit par une seule vague se brisant, brillante, contre les rochers, l'applaudissement silencieux de la terre pour une histoire qui refusait de se terminer en fumée. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.